Okay, welcome to our plenary session of this afternoon, dedicated to COVID-19 pandemic. We are all concerned in the different European countries about COVID-19, and that's why we decided in the European Association of Hospital Managers to dedicate a specific session to this topic, so we can compare our experiences. It's very important to learn from each other. We will have speakers from the different countries, from France, Luxembourg, Italy, Ireland, UK, Greece, Hungary, Portugal, and Iceland. We will have three panel discussions. And before we start with these panel discussions, we will have two speakers who will speak about the history of epidemics. The two speakers are Philippe Bluart, the General Director of the hospitals here in Troyes, Champagne Sud, and Professor Farouk Yalaoui, the Director of Research of the University of Technology in Troyes. They have slides in English, but they will speak French. And to all of you who are connected by Visio, you have the possibility to ask questions. Please do it in English, please. So now we can start with the first presentation. Philippe Bluart and Farouk Yalaoui, you have the floor. Thank you, Marc. Well, bonjour. Je vais faire un petit et court résumé des grandes épidémies qui ont eu lieu. Une grosse partie de mon intervention sort d'un livre de Jean-Pierre Dedé, qui est un ancien chef de service à l'Institut Pasteur. Alors, un des points qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des maladies, des grandes épidémies, ont une origine animale et avec un passage du virus de l'animal à l'homme. Et là, d'ailleurs, actuellement, ce que met en évidence la recherche, c'est que sur le plan épidémiologique, le passage à l'agriculture, à l'élevage était une catastrophe pour l'humanité parce qu'on s'est mis à fréquenter les animaux de plus en plus, à vivre auprès d'eux, et donc les possibilités de passage d'une espèce à l'autre ont augmenté, évidemment au détriment des humains qui sont retrouvés réceptacles, notamment des maladies que pouvaient avoir les animaux de basse-cour, mais ou d'animaux comme les rats qui hantaient les greniers, etc., et les maisons. Autre élément qu'il faut voir, c'est que l'origine des maladies, elle se répartit un petit peu partout, mais il y a quand même une concentration vers des départs vers le sud-est asiatique. Beaucoup sont partis de l'Inde et de la Chine. Dans l'histoire, ce sont des pays où il y avait depuis la nuit des temps une très forte population. Et donc, comme le facteur humain de transmission humain est très important, évidemment, quand vous avez des pays fortement avec une forte population de paysans et en plus avec de fortes concentrations, l'émergence de nouvelles maladies dans ces pays s'en trouve facilitée. Donc, c'est un peu tout ce qu'on a, mais notamment les grippes, les principales épidémies de peste, le choléra, la variole viennent de là. A priori, c'est l'Europe, c'était plutôt le typhus. Et même les Amériques ont eu leur propre source. Parmi les principaux vecteurs de dissémination qu'on trouve, alors il y a beaucoup les parasites, notamment pour la peste et le typhus, le pouls et la puce. Le pouls, c'est plutôt le typhus, la puce, notamment la puce du rat, c'est plutôt la peste.
Le moustique est un grand tueur. Tout le monde a peur des tigres et des requins, mais ça ne tue personne. Ce qui tue, c'est cette petite bête qui hante nos soirées d'été et qui est un des gros propagateurs de maladies. Et puis, l'autre grand propagateur des maladies, c'est la race humaine, évidemment, parce que toutes les interactions entre personnes, et c'est le sens des mesures actuelles, produisent forcément des passages de maladies des uns aux autres. Alors, en termes de vitesse de dissémination des épidémies, il y a 4 facteurs qui sont limitants et 3 facteurs qui, au contraire, accélèrent la dissémination. Et en fait, on trouve, c'est vraiment le cycle des facteurs qu'on trouve actuellement dans nos sociétés contemporaines. D'abord, l'augmentation de l'hygiène, c'est vraiment c'est peut-être le facteur le plus limitant de dissémination. Si on veut sauver beaucoup de gens, il vaut mieux construire un réseau il vaut mieux prendre des mesures d'hygiène que construire des hôpitaux. L'accès aussi à l'eau courante et à une eau courante qui soit saine, c'est quelque chose qui est extrêmement important. L'invention des égouts et de la distribution de l'eau potable ont été 2 grands facteurs de baisse des épidémies. Les insecticides, on parle beaucoup de leur effet néfaste actuellement, mais quand même, l'éradication de la malaria dans une grande partie des zones habitées, et notamment en Europe, a été le produit des insecticides. Et puis, face aux grandes épidémies, c'est souvent la vaccination qui a été l'élément qui a permis de limiter leur impact. Et puis, on le verra plus tard avec quelques exemples. Et puis, il y a 3 facteurs qui augmentent la vitesse de diffusion d'épidémies. D'abord, l'augmentation de la population, c'est logique. Plus vous avez de porteurs potentiels, plus vous avez des chances que l'épidémie se diffuse. L'augmentation de l'urbanisation. On est au XXe siècle, et encore, ça continue et ça augmente encore au XXIe siècle. Il y a une concentration de la population dans les zones urbaines et donc plus vous mettez les gens les uns auprès des autres, plus il y a des chances que la maladie se propage. C'est pas tout à fait un hasard si on trouve moins de malades du Covid actuellement dans la Creuse qu'en région parisienne ou à Marseille. Et puis le développement des transports. Dans toute l'histoire des épidémies, les épidémies ont suivi l'évolution ont suivi les routes commerciales, et c'est à travers les routes commerciales qu'elles se diffusaient de ville en ville, et notamment la marine avec le transport maritime a souvent joué un grand rôle dans l'apparition des épidémies, dans leur passage d'un pays à l'autre. Autre phénomène ce qu'on remarque d'ailleurs actuellement, c'est finalement les éléments qui limitent la dissémination ont été plus efficaces sur le nombre de patients et sur la mortalité que sur la rapidité de diffusion, parce que celle-ci, par contre, a plutôt tendance à augmenter. Vous voyez, ça, c'est une carte qui représente l'épidémie de peste du Moyen-Âge, qui a tué à peu près 30-50% de la population européenne. Elle était partie quelque part vers Samarcande en 1338 et elle a mis 14 années pour parcourir le monde à cette époque, en passant par l'Europe, où elle est arrivée vers 1347 et en revenant par la Russie. Donc, c'est des cycles très, très longs. Il a fallu 14 années pour parcourir au rythme des routes où on marchait à pied ou des routes où on naviguait à la voile pour faire le tour du monde. Quand on parle de la grippe espagnole, et ça c'est le point faible de l'augmentation du moteur, on commence à compter en mois. Il a fallu uniquement 16 mois entre 1918 et 1919 pour diffuser l'épidémie dans la plupart des pays, évidemment aidés par le retour des soldats qui avaient été envoyés sur les fronts en Europe. Et donc, finalement, là, les épidémies marchent au rythme des moteurs et c'est tout de suite beaucoup plus rapide.
Et ce phénomène augmente encore avec le Covid. Là, l'avion s'y rajoute. Et en gros, entre le moment où on a identifié le virus à la toute fin de l'année 2019 et le moment où tous les pays ont été touchés, il s'est passé à peu près 3 mois. Donc, un temps très, très, très court. Alors, la particularité notamment du Covid, c'est que ça peut toucher toutes les classes sociales. Par contre, les épidémies qui sont liées à la pauvreté, elles n'ont pas vraiment progressé en vitesse. Là, vous avez sur ce slide l'exemple de l'épidémie de choléra qui a eu lieu au 19e siècle. En fait, elle a mis 11 ans pour parcourir le monde. Et le choléra, c'est une maladie qui est liée notamment au défaut d'assainissement, manque d'eau potable, problème d'hygiène avec le manque aussi d'assainissement des eaux. Et donc, vous voyez, c'est 11 ans pour que cette maladie parcourt le monde. Et il y a encore des épidémies de choléra. Évidemment, dans nos pays, on s'en rend très peu compte, mais il y a eu 3 vagues au siècle dernier. Et la durée de diffusion, elles partaient toutes du Bangladesh, et la durée de diffusion de ces vagues était assez longue, entre 12 et 22 ans. Sans doute parce que les personnes, le transfert de cette maladie est lié aussi aux conditions d'hygiène du pays où on va, et puis moins on a d'argent, moins on a tendance à prendre l'avion, à pouvoir se déplacer, etc. Ce qui est un effet limitant. Les maladies liées à la pauvreté ont tendance, semble-t-il, en tout cas sur cet exemple, à se déplacer moins facilement que les autres. Et par contre, un élément qui est sûr, on le voit sur toute une série d'épidémies actuelles, c'est que la pauvreté, le défaut je l'ai dit, de possibilité d'avoir une vie, d'avoir l'accès à l'eau potable, de bénéficier d'un système d'assainissement des eaux, etc., entraîne aussi d'avoir un système de santé efficient, entraîne un nombre de patients très important. Vous voyez que le choléra, maintenant, plus c'est rouge, plus c'est prévalent. C'est vraiment lié à des problèmes de développement. Le gros point rouge de côté Amérique, c'est Haïti. On trouve la même chose sur la malaria. Elle a disparu des pays européens où elle existait avant, jusqu'au début du XXe, mais elle se maintient beaucoup, notamment en Afrique et dans un certain nombre de pays où il y a des personnes pauvres. Là aussi, plus c'est rouge, plus il y a de prévalence. Le sida, c'est particulièrement sensible. C'est quelque chose qui est globalement contrôlé dans les pays développés, même s'il y a encore de nouveaux malades. Mais en Afrique, c'est une maladie qui est en train de prendre des proportions énormes et qui tue énormément de gens chaque année. Pareil, la syphilis qui avait ravagé l'Europe. Tout le monde a en tête au moins un des écrivains français qui a atteint de la syphilis au 19e siècle. Il y en a eu énormément. Maintenant, en Europe, elle a quasi disparu, mais c'est une maladie des pays en voie de développement. Alors là, une petite comparaison des différentes épidémies par nombre de morts. Alors, les chiffres sont forcément très variables, surtout pour les vieilles épidémies. Par exemple, là, je vous ai pris les chiffres les plus courants. Pour la grippe espagnole, on est entre 20 et 50 millions de morts. Il y a même des estimations actuelles, mais elles ne sont pas encore vraiment acceptées, qui parlent de 100 millions de morts. À comparer avec les pertes civiles et militaires de la guerre de 14-18, en fait, elle a tué au moins autant que la guerre de 14-18 et peut-être plus. Dans les pertes civiles, il y a notamment celles liées aux famines et aux autres maladies, pas à la grippe espagnole. Une grippe moderne, celle de Hong Kong, qui nous a touchés en 69, a finalement très peu tué par rapport, comme le Covid actuellement. Pour le moment, ça reste une maladie qui a relativement peu tué. Par contre, les grandes pestes ont été très importantes. Et le sida, alors le sida, c'est depuis le début de l'apparition, donc c'est un peu particulier parce que l'épidémie n'est pas finie, mais vous voyez qu'on est dans des chiffres qui, en tout cas pour les pestes et autres, correspondent aux grandes guerres mondiales. Ça, c'est le nombre de morts qu'on a actuellement
pour les principales maladies qui peuvent décimer donc au XXIe siècle. La grippe, selon les années, ça tue entre 300 et 600 000 personnes. Le choléra, pareil, ça évolue, mais c'est devenu assez réduit désormais. Parfois, c'est moins de 100 000 personnes certaines années, parfois ça monte plus. La malaria, ça a tendance à baisser, mais on est autour de 400 000 morts par an. Fièvre jaune, c'est devenu assez résiduel. Le sida, là, par contre, notamment en Afrique, c'est quelque chose qui se développe fortement. On en entend peu parler parce que on se sent peu concerné dans nos médias, mais c'est quelque chose qui devient très important dans certains pays. Alors, le Covid, les estimations, évidemment, c'est encore difficile. Les jeux ne sont pas faits. La plus haute estimation que j'ai trouvée, c'est 2,4 millions. Si on fait une règle de 3, on serait plutôt autour d'1,4 million. Mais ça montre que c'est vraiment pas une maladie à prendre à la légère. Actuellement, on est vraiment, enfin l'année 2020 a été vraiment très impactée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de remettre le nombre de morts en lien avec l'importance de la population. Et là, on voit que depuis le 19e, on a vraiment quelque chose qui a bougé, c'est que les grandes épidémies du Moyen-Âge, de l'époque moderne, ça tuait des proportions énormes de la population. Et depuis le 19e, on est plutôt dans des pourcentages relativement raisonnables. La population a beaucoup augmenté. Bon, les pestes, c'était entre 30 et 50% de la population qui mourait dans les zones qui étaient touchées. La variole et peut-être d'autres maladies intestinales qui ont été liées, ça a tué quasiment 90% de la population du Mexique, enfin de ce qui n'était pas encore le Mexique, qui allait le devenir au moment de l'arrivée des conquistadors. Le typhus, ça c'était lié à des attroupements, c'est beaucoup lié à l'histoire militaire, mais 20% de la grande armée qui est allée en Russie a été touchée et morte du virus. Souvent d'ailleurs dans les guerres, les maladies tuaient plus de soldats que les combats. Ça, c'est une grande constante de l'histoire. Mais vous voyez, toujours le même typhus, et pourtant Lénine avait dit que c'était le principal ennemi du communisme au moment de la guerre civile. Il n'avait tué que 2%, c'est déjà énorme, mais il a tué finalement que 2% de la population russe, alors que c'était considéré comme quelque chose de terrible. Choléra, vous voyez, l'épidémie de 2,5% de la population parisienne, et puis on tombe maintenant dans des pourcentages qui sont extrêmement bas, parce que actuellement, par exemple, le Covid, et certes, il a tué beaucoup de gens, et il continue à tuer beaucoup de gens, mais à septembre, ça représentait 0,014% de la population mondiale, parce qu'on est quand même plus de 7 milliards à l'heure actuelle. Ce qui est important aussi, c'est de voir le traumatisme que peuvent créer ces épidémies qui ont parfois fait évoluer les mentalités de la société, notamment la grande épidémie du Moyen-Âge a contribué à l'accouchement de la Renaissance. Vous voyez, actuellement, en France, en septembre, on était à peu près à 31 000 morts. On a eu une journée, le 22 août 2014, pardon, 1914, pas 2014, excusez-moi pour cette petite erreur. Donc pendant la guerre de 14-18, en une journée, on a perdu 27 000 soldats avec une moyenne d'âge de 27 ans. Ce qui, en termes de traumatisme, est énorme. L'Italie, pareil, il y a eu à peu près 36 000 morts jusqu'à présent avec le Covid. Et dans l'histoire romaine, la bataille sur une population qui était sans doute 10 fois moindre que la population actuelle de l'Italie, ils ont perdu 45 000 soldats tués lors d'une seule bataille. En Irlande, le nombre de morts actuellement par rapport au grand traumatisme qui a été la grande famine est extrêmement réduit. Aux États-Unis, par contre, le traumatisme va sans doute être important, puisque vous voyez que finalement, actuellement, le Covid a tué autant que la Seconde Guerre mondiale, plus je crois que la Première, et beaucoup plus que la guerre du Vietnam, qui a été pourtant extrêmement traumatisante pour la population américaine. Vous avez tous vu les films là-dessus. Une dernière slide sur le temps pour trouver les thérapies à partir du moment où on identifie le virus. Il n'y a pas vraiment de règles. Vous voyez, bon, le grand tournant, ça a été autour de 1900, mais il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est que, essentiellement, c'est le vaccin qui permet de lutter avant les traitements médicaux. C'est le vaccin qui a été le principal outil pour mettre fin aux grandes épidémies, en tout cas les rendre résiduelles. Et alors, il y a une exception, c'est la variole. C'est la seule maladie où finalement on a trouvé la solution avant de trouver le virus.
avant de trouver l'origine, puisque la variole, dès le 16e siècle, en Chine, ils avaient créé une sorte de vaccin. On prenait du pus sur les pustules des patients, on les gardait, et on avait même mis au point quelque chose qui ressemblait très proche, de façon très proche à la vaccination actuelle. Dès 1796, Napoléon l'a utilisé pour ses troupes, là aussi, qui allaient en Russie, alors que le virus, on l'a découvert qu'en 1904. Donc c'est, à ma connaissance, le seul cas où on trouve le vaccin avant d'identifier la maladie. Voici, c'était en quelques mots. Merci pour votre attention. Et donc, je passe la parole à Farouk Alaoui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va essayer de continuer sur la lancée de la présentation que vient de faire, une excellente présentation de Philippe. C'est vraiment très intéressant. C'est à l'image de l'idée qu'on s'est faite quand on a réfléchi à cette présentation. Et on s'était posé la question, vous allez avoir un moment assez intéressant de partage d'expérience on est en pleine crise sanitaire, donc on s'est posé beaucoup de questions. On a interpellé, on cherche à réfléchir. On s'est dit, est-ce que dans l'histoire, il y avait des choses? Et là, Philippe vient de nous dire oui. Malheureusement, je pense même qu'il y en aura d'autres. Mais la question, c'est savoir comment s'y préparer. Et à cela, s'est posé la question, on parle beaucoup on est devenus tous experts. Pour certains, il s'est avéré, pour d'autres, télévisuels. Donc, sur des modèles un peu présentés. Vous avez vu, pour ceux qui ont été avec nous en début de conférence, il y avait une très, très belle présentation du professeur Christian Arabeau qui a vraiment montré un peu les derniers résultats avec une construction des modèles. Alors, je vous propose sur cette présentation que j'ai le plaisir de partager avec vous, un travail collectif avec une équipe, je vous parlerai à la fin. Donc, la question qu'il faut retenir sur ça, c'est qu'en 1960, on a commencé, l'homme est un relâchement, c'est naturel, de se dire, voilà, le système sanitaire se met en place, il y a beaucoup d'antibiotiques, les vaccinations sont là, normalement, il n'y a plus de problème avec le virus. Il y a une date, c'est assez marqué. Entre autres, vous voyez bien la référence. Cette présentation est à base de plusieurs sources de références différentes. Donc, Hitchcock disait, voilà, à un moment donné, on s'était... Ensuite, mais il s'est avéré que finalement, c'est ce qui tue le plus. Comparativement à ce qui se passe par ailleurs, les virus, les épidémies tuent énormément. Et parce que c'est un agent, c'est une maladie qui évolue, qui s'adapte et sur lequel il faut vraiment travailler. Donc l'idée, ce qu'il faut retenir, que c'est... L'humanité n'a jamais échappé aux épidémies et ce n'est pas fini. On parle d'exponentiel. Si je pouvais reprendre, c'est un travail fait par la WHO, la World Healthcare Organization. Ce qu'on vient de se dire se représente ici. Vous voyez bien une accélération, une réduction du temps d'arrivée des différentes épidémies du 13e, 14e siècle. Et vous voyez bien un peu entre le 19e et le 20e, il y a vraiment un nombre d'épidémies, nombre de virus différents. Philippe, lui, vous les a présentés, qui sont de plus en plus nombreux. Parce qu'il y a une théorie sur ça qui dit que le virus aime bien voyager. Il y a une association à la machinerie. On s'en parlait ce matin. Dès que la mécanisation a été mise en place ou adoptée, en 1889, 1890, le train étant là, donc ça a voyagé par le train. Et 1980, l'arrivée avec l'avion, ça a accéléré. Il faut savoir aussi, je voulais revenir sur la notion de la quarantaine parce que ça date bien plus tôt. C'est les navires qui arrivaient au niveau des ports et qu'on mettait en réserve et on mettait en isolement pendant 40 jours ces marins. Il y a eu des histoires dans certaines villes, dans Marseille, où les gens n'ont pas respecté ça et ça a généré certains drames, mais bien d'autres villes comme Venise. L'objet de ma discussion, c'est pour reprendre un peu cette synthèse historique qui est capitale, c'est pour revenir qu'au final, également pour les méthodes utilisées, il existe une histoire d'évolution des modèles qui cherchent à les représenter. C'est un peu de formule, c'est histoire de vous dire qu'on est à l'Université de technologie, une conférence où il y a de la formulation mathématique. Mais l'idée, c'est surtout de se dire, ça remonte à très loin, et les modèles, on n'a pas fait mieux, on a amélioré, on a mieux performé, mais on n'a pas fait mieux que ce qui a été proposé par Bernoulli en 1760. C'est le premier modèle épidémiologique connu.
et qui a écrit une formulation très, très simple entre les cas susceptibles d'être affectés par un virus et les cas immunisés. Et il a décomposé ça en fonction de l'âge, en identifiant l'âge, la catégorie susceptible de survivre à l'infection, la probabilité de la population susceptible de mourir de l'infection, lambda étant la force d'infection, mu de A étant le taux de mort. Je vous rappelle simplement ça pour que vous puissiez visualiser qu'on peut être immunisé et mourir, il y a un taux, vous l'avez à droite. Inversement aussi, en étant susceptible, on peut également un taux de mortalité qui est du même ratio, auquel s'ajoute ce qui est dû à l'infection, à l'épidémie. Et tout le travail, c'est de savoir un peu comment on immunise le fameux SA fois lambda A. Donc tout le travail qui s'est articulé sur une formulation comme ça, et par des observations, des statistiques, on a essayé d'écrire, de représenter mathématiquement ce comportement-là. Et il s'est avéré très, très robuste. On se base encore. L'autre acte fort sur les réflexions, sur l'apport des mathématiques, de la représentation, on appelle actuellement de l'intelligence artificielle, mais il y avait déjà avant l'intelligence artificielle l'intelligence tout court, c'est ce que je vous présente ici, et c'est les modèles mathématiques. C'est le travail qui a été fait sur le choléra par John Snow, et qui a pensé qu'il y avait un lien entre les sources d'eau, ou l'eau, et les lieux d'infection et les lieux de choléra. Il a essayé de représenter tout ça sur une carte. Il a, grâce à ce rapprochement-là, retrouvé que tout ça est dû, je ne sais pas si ça se voit, non, ça ne se voit pas. Tout ça est dû à une fontaine bien précise et que le taux de mortalité autour de ce point était nettement plus important. Donc, il y avait une corrélation, un lien établi entre le niveau de mortalité, la source de pour faire ça. Qui a donné par la suite une idée très importante qu'il y a un lien entre l'évolution d'infection, la mortalité, et le temps. C'est le travaux qui ont été faits juste au début du siècle, 1906. Vous voyez que ça remonte peut-être à loin, mais c'est les modèles qui sont très, très, très efficaces, qui le restent toujours. Donc, il y a trois grands groupes. Le groupe I, c'est le groupe dit des individus affectés qui deviennent contagieux, et le groupe S, qui sont probablement affectés par cette maladie, par le virus. Et N, on le note comme la totalité. Il a établi, ça c'est un vrai travail intéressant, qu'il y a le fameux DI sur DT veut dire l'évolution de ce nombre de personnes infectées divisé, ramené au temps nécessaire par rapport au temps. Il est inversement en relation, ce rapport-là entre le nombre de personnes probablement affectées ramené au temps. Donc cette relation-là qui a l'air toute simple, mais qui est fondamentale pour comprendre un peu la relation sur ces deux cohortes, ces deux groupes de population, si on devait ramener une population générale. Ensuite, il a établi qu'il y avait une fonction qui pouvait le représenter mathématiquement, et que cette fonction, c'est tout simplement B, bêta fois S fois I. C'est vraiment ce qui rend ces modèles-là éminemment surprenants. Leurs comportements sont peut-être complexes, vous le verrez, c'est une des conclusions, mais sur d'une formulation simple. Donc, vous voyez bien, au final, entre un cas susceptible et un cas affecté, et pour peu qu'on considère un bêta de taux de transmission, d'où toute cette agitation de compréhension rapide mais difficile à maîtriser, que c'est ce fameux bêta qui régule, parce que la relation en elle-même de comportement, elle est simple. Donc, le rapport d'évolution de la population des individus contagieux est égal à bêta fois S fois I. Donc, on l'écrit de manière simple, c'est une simple multiplication. Et inversement, la population susceptible d'être affectée est égale à moins cette relation-là. Dès qu'on a compris ça, donc on est en capacité de le représenter. Et c'est tellement vrai que ces résultats-là ont donné lieu à un beau travail d'un grand monsieur. Tous les grands chercheurs ne sont pas connus, mais je vous le concède aussi parce que j'ai découvert ces travaux pas très longtemps. C'est un prix Nobel 1902, Ronald Ross, qui a travaillé sur les moustiques, et même son théorème sur les moustiques, et qui a essayé de trouver un lien, comment, en réduisant le nombre de moustiques dans un endroit, la corrélation de ça, on pouvait réduire une maladie qu'il a démontré qui était associée à ça. Et donc, il a mis là ce qu'il a appelé la pathométrie, c'est-à-dire l'association par rapport à un pathogène et de suivre ses calculs, son comportement, et de voir un peu l'impact de l'affection d'un individu, son lien par rapport à sa communauté, et ensuite de suivre cette estimation-là dans le temps.
D'où toute la théorie actuelle qui a l'air élémentaire mais qui est fondamentale, l'isolement, l'impact sur la communauté, la transmission, parce que, y compris mathématiquement, ça a un sens et que ce n'est pas à défaut de solution au sens médical qui est une vérité, mais aussi ça a un sens aussi sur les impacts. Donc je vous renvoie aussi toujours en termes très récents, ce qu'il a appelé le professeur Rabot hier le modèle de Pasteur avec le fameux R0, donc je parlerai juste après. Parce que le R0, il ne date pas d'aujourd'hui, hein. On a l'impression de découvrir, il date de 1925. Donc c'est Alfred Lotka qui l'a mis en place. Et c'est the average number of apparent contagious can affect. C'est le nombre de personnes qu'une personne affectée peut pas affecter. Vous le voyez bien, je ne sais pas, oui, c'est assez visible sur la projection. Vous voyez bien que les ratios sont différents en fonction des types entre le MERS, l'influenza, l'Ebola. Le Covid, là, c'est un travail de Giallo Viconti qu'il a publié en février 2020. À l'époque, on était à 2,5. Là, on est un peu moins, mais je ne sais pas exactement le taux actuel. Le SRAS, le SARS qui était à 3,5 et jusqu'à des infections un peu plus de 16 qui est vraiment assez contaminant. Et la réflexion qu'il a faite était importante sur ce ratio de transmission, cet impact de l'individu porteur sur le premier modèle de Bernoulli qui dit oui, il y a un taux et cette représentation est facile. Bah, il s'est dit, si on pousse plus loin, ça peut avoir un sens. Ça peut faire mal aux yeux pour ceux qui n'aiment pas les formules mathématiques. L'idée, c'est pas vous faire mal, mais c'est surtout de vous montrer qu'il y a un lien. Et c'est cette belle slide. Tout va bien, j'ai toujours tout le monde. Donc, l'idée, c'est surtout d'avoir que l'évolution, ce qu'il faut lire sur ça, c'est que l'évolution dans le temps de la composante S, donc c'est ça ce que ça veut dire, ds sur dt veut dire l'évolution de la population S par rapport au temps, est égal à moins lambda, le fameux taux de contamination fois la taille de la population. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est la partie droite, entre les fameuses relations entre les susceptibles d'être infectés, les infectés et tout ce qui disparaît dans un sens ou dans l'autre. Et on a ajouté au bêta, le fameux taux de transmission, le fameux taux de recouvrement, le meilleur, donc d'aller mieux, de guérison par rapport à ça. Et le travail qui a été fait par ces deux grands chercheurs, et les modèles actuels, qu'on les appelle Pasteur ou tout autre, ce sont le fameux modèle CIR qu'on utilise encore très, très largement. C'est Carmack qui l'avait lancé avec McKendrick en 1927 et sur lequel tous ces calculs-là sont basés. Et on a simplement essayé maintenant de le trouver, les paramètres qui les font varier. Vous le voyez bien, sur DS sur DT, c'est une relation, DI sur DT, c'est une relation, DR sur DT, c'est une autre relation. Sur simplement toujours deux paramètres fondamentaux, taux de transmission et taux de guérison. Et on a pu vous retrouver un peu les fameuses courbes qui commencent à devenir un peu même connues. C'est un peu la représentation, le pic, la décroissance en fonction des différentes populations. Là, je ne voulais pas être long et je pense qu'on va y arriver pour respecter, je ne sais pas, le temps, on doit être dans le timing. Je reprends, c'est que les modèles mathématiques sont devenus un outil important. Je reviens à la notion de modèle mathématique parce que je pense qu'ils sont aussi fondamentaux que ce qu'on appelle la data actuellement, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est que l'idée, voilà, on veut manipuler un nombre de data assez important, mais l'idée surtout, c'est d'être en capacité de représenter. Et certaines représentations s'appuient sur des représentations très simples. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir comprendre. Et comprendre sur une approche dite parcimonique, c'est-à-dire juste ce qu'il faut de représentation pour ne pas non plus les compliquer. Et l'épidémiological modeling, la représentation ou la modélisation épidémiologique, permet quoi? D'avoir une représentation, une analyse générale, donc un survey, une représentation, d'avoir une analyse des data et les data les plus pertinentes. Ça ne sert absolument à rien de garder toutes les data et d'identifier les tendances, identifying trends qui sont là. Bon travail qui a été fait tout récemment également, c'est par Martin Hersink, sur lequel il faut travailler. Et je me permets de prendre la feuille pour la traduction de la phrase, parce que je la traduis en français pour être sûr que je ne... Voilà. Donc la traduction exacte, c'est même si vous l'avez, in fact, the whole epidemiology, mais on va le faire en français. En effet, toute l'épidémiologie doit être considérée mathématiquement. Cependant, nombreuses variables sont impliquées. Donc, je veux dire,
Et dire qu'une maladie dépend de certains facteurs ne signifie pas grand-chose jusqu'à ce que nous puissions également former une estimation de la façon dont chaque facteur influence en grande partie le résultat global. Donc, ça a été dit par Ross, prix Nobel 1902. Donc, l'idée, c'est de dire, oui, il y a peut-être des paramètres compliqués, nombreux, mais il faut aller chercher celui qui le juste paramètre correspondant à l'évolution du phénomène, en particulier par rapport à l'épidémie. Voilà. Donc, il y a énormément de modèles actuellement qui sont de plus en plus riches, de plus en plus nombreux, et qui est sur le niveau de paramétrage. Et plus on est riche en data, plus les modèles sont affinés. Je vais simplement terminer ma présentation en remerciant toute l'équipe qui a été impliquée sur ça. Yassine Ouazen, Nguyen Cui, qui a vraiment beaucoup travaillé avec moi sur la recherche sur ces-là. Paulin Couzon aussi et Elnaz, qui sont vraiment impliqués énormément sur ça. Merci aussi à l'équipe de la chaire et de la capacité qu'ils nous ont donné de pouvoir organiser l'événement et de continuer à travailler sur ces modèles. Et si vous avez besoin de quelques lectures, il y a quelques livres disponibles, un peu, mais ils ne sont pas tous, et sur la santé également, n'est-ce pas Philippe? Voilà, sur ce, je vous remercie et je suis à votre écoute. Si vous avez des questions dans la salle, je laisse Marc s'il veut bien reprendre. Merci à vous. Okay. Do you have questions? Y a-t-il des questions dans la salle? Respectively, have we any questions from the people who are online? Do we have information about people who are connected? Not for the moment. Yeah. OK. Alors, dans la salle, y a-t-il des questions? Vous les posez en français, comme vous voulez. Hein. Moi, j'aurais une question. Donc, là, il y aura certainement encore beaucoup d'études par rapport au modèle à considérer pour comment dire, les études d'évolution des différentes épidémies. Concernant la Covid, quels sont les risques maintenant que nous assistions à une accélération du taux de contamination et de dissémination? La réponse peut être multiple. Il me dit c'est une réponse de mathématicien. Peut-être pas. C'est peut-être une réponse de praticien de la santé. Mais c'est une réponse de tous. Si je me réfère ne serait-ce qu'à ce qui a été dit hier, est-ce que tout le monde est d'accord? Tout est possible mathématiquement, c'est des rapports, donc le comportement, la convergence est possible. Donc, toute l'intuition qu'il y a eu et qui a été formalisée sur des taux qu'il faut réduire au-dessous d'un certain seuil, donc là, on parle de gestes, on parle de tout ça, ça peut que contenir et donner des limites à cette évolution possible. Juste pour compléter, par rapport aux autres épidémies, on voit que bon, le Covid, maintenant, la propagation, c'est d'humain à d'humain. Donc, le vrai enjeu, c'est vraiment ce dont il est question actuellement partout. C'est la prudence dans les contacts humains et la capacité à bien respecter des règles d'hygiène pour créer des barrières dans les échanges entre individus. Et c'est de là que dépendra en grande partie la réussite ou l'échec de la lutte contre la maladie. En attendant le vaccin ou l'éventuel médicament qui pourrait rompre vraiment. Mais tant qu'ils ne sont pas là, ça va être la seule solution, c'est d'être prudent. So it's very difficult because we have a lot of factors influencing the evolution of the pandemic. It's not easy to say exactly if it will go on in a faster way. But that's one thing we are sure, that we have to protect ourselves, and that's of course the most important for the moment. The social distanciation, you have to make distance between people. Yeah, distancing with people. Yeah, okay. I propose now to. You have a question? No. Merci pour. Vous m'entendez bien, oui? Merci pour ces deux excellents exposés. Moi, j'avais une question sur les personnes qui ont travaillé sur ces travaux et
de quel domaine ils étaient, de quelles compétences plus, et quelle était l'évolution justement des personnes jusqu'à l'heure actuelle qui travaillent sur ces modèles de prévision. Est-ce que c'est plus statisticien, médecine, sans les opposer, ou est-ce que vous avez une réponse à apporter dessus? Oui, c'est bon. Sur l'aspect curatif, ça a été forcément les médecins qui ont été, enfin, pour trouver, analyser, même si Pasteur n'était pas médecin. Hein. C'était un biologiste. Enfin, et au départ, il avait travaillé plutôt sur des éléments vétérinaires et autres. En tout cas, c'était pas du tout un médecin, mais évidemment, sur la plupart des pathologies, ce sont les médecins pour la partie curative. Pour la partie étude et recherche, là, je passe la main à... Mais on le voit bien sur le premier modèle. Bernoulli, ma connaissance, n'est pas médecin. Donc, c'est un statisticien, mathématicien qui a travaillé dessus, qui a fourni beaucoup de modèles assez robustes. Mais il est évident, et ça c'est une vraie évolution qui est assez intéressante, c'est plus la rigueur scientifique m'oblige à non pas en faire une généralité ni une affirmation, parce que je n'ai pas fait d'études dessus, mais l'intuition c'est qu'il y a une vraie convergence qui sont en train de s'installer sur des spécialistes de métiers qui s'intéressent à des sciences des mathématiques parce qu'ils se dotent de formation. On voit beaucoup de médecins, on a vu l'exemple hier et bien d'autres, mais on les voit, c'est des médecins qui s'intéressent avec un bagage mathématiques et statistiques. Mais avec tous ces avantages, évidemment, mais ça peut aussi nuire parce que ça introduit ce qu'on appelle les expertises métiers. Alors parfois, il va y avoir des outils un peu muets, type mathématiques, pur et dur, et comparer. Je pense que actuellement, les modèles se développent parce qu'il y a une vraie communication entre les entités de l'INSERM où ils font des mathématiques, où ils font aussi des biologies. On le voit aussi dans l'agriculture, hein. Les centres de recherche, pour parler centres de recherche français, sont ça, quoi. Donc, je vais laisser Marc traduire ou je peux traduire comme il veut. I just saying that Bernoulli, he's well known from statistical side. He's a well-known researcher about that. He established many rules, many Lloyd distribution. And right now we are having like a trend that many medicine doctors are trying to work using statistics like Ross and making like pathology process. And based on that, there is a new trend that many people from their own experience trying to attract from mathematics side more background, more skills, and to make modeling and make a response about that. And I think that in the future, something could be a hybrid process between people from the real life, from the specialization system, and the mathematician. But it's something is between. I would say even in English that in university, maybe we'll have to guess and to establish something new, some new degrees of people with hybrid skills. Je crois que ce sera la dernière question parce qu'autrement, on ne va pas respecter le timing. Hein. Merci pour cette perspective historique et ces deux présentations. J'ai mis une question. Est-ce que vous avez une idée, après l'analyse, de se dire comment une formule aussi simple tienne depuis un siècle? Est-ce que la pandémie, en fait, finalement, les pandémies ne sont pas aussi complexes que ça? C'est en termes de phénomènes à gérer. Est-ce que, comment dirais-je, est-ce que si le modèle mathématique est simple, est-ce que c'est plus facile à gérer ensuite en termes d'action? Je ne suis pas sûr, parce que ça dépend de la difficulté à traiter. Donc là, je crois que c'est quand même deux choses il est assez difficile de lier. On voit d'ailleurs que par rapport au délai entre le moment où on trouve le virus et le moment où on trouve la solution, il n'y a aucune règle il n'y a pas de phénomène d'accélération. Normalement, plus on va dans le temps, puisqu'on est maintenant, on a plus de connaissances, etc., que dans le passé, on devrait aller beaucoup plus vite. Or, on a vu que, par exemple, sur le sida, on n'allait pas beaucoup plus, on avait même été moins vite que pour certaines autres pathologies qu'on avait découvertes au début du siècle pour être efficace. Donc, voilà, entre le moment de la compréhension du phénomène et trouver la solution, il n'y a pas forcément de lien évident. J'ai peut-être un complément de réponse à ça. En école d'ingénieur, E égale MC carré, quoi.
la dérivée de l'énergie vaut l'énergie totale est égale à l'énergie, à la masse, la dérivée de la masse multipliée par l'énergie. Donc, tous les phénomènes énormes, E égale mc carré, c'est la démonstration de l'énergie par rapport à l'atome, avec tout ce que ça a généré comme processus pour créer des bombes atomiques et tout ça. Un modèle simple ne veut surtout pas dire que le processus est simple. C'est au contraire, c'est que on est en capacité de le structurer de manière un peu intelligente. Et je suis même de l'école de la parcimonie, c'est-à-dire quand on cherche à en faire trop, c'est qu'on n'est pas en capacité vraiment d'avoir trouvé la quintessence du modèle. Donc c'est pour ça que quand on écrit des modèles pas possibles, on le sait, quand on fait beaucoup de modèles informatiques, c'est qu'on ne sait pas écrire analytiquement. Quand on ne sait pas écrire analytiquement, c'est qu'on n'a pas tout compris. Et donc quand c'est simple, c'est comme ça. Donc c'est radical, mais c'est comme ça, c'est mon point de vue. Donc le fait de l'avoir simple, c'est qu'on a quand même la maîtrise, il tient depuis un siècle. Peut-être on fera mieux, mais voilà. Donc la simplicité ne veut pas dire que c'est facile. Oui, encore une. Okay, can you read the question? This is a question from Mrs. Louise McMahon. All of these pandemics starkly illustrate the importance of the behaviors of individuals in protecting their own health and that of the rest of the populations. Have populations become too dependent on medicine, drug treatment, vaccines? Do pandemics change behavior? J'ai pas entendu avec le masque, je suis désolé. Sinon, je vais le mettre en. Projet de la question. If not, I can make. I can give Miss Louise McMahon the microphone. Then she can ask directly in by her microphone. So please, your parole is yours, Miss Louise McMahon. Can you hear me? Good afternoon. Noon. Please ask your question, Louise. Thank you. Can you hear me? Yes, we can. Okay. Yes. Thank you for two excellent presentations. So all of our current experience and history shows the importance of our individual behavior in protecting our own health and that of the rest of our communities. Have populations become too dependent on medicine, drug treatments and vaccines? And do pandemics change public behavior? Yes, I'm not sure we are more dependent, but as soon as we find therapies that resolve problem of one epidemics, we think that there is no more problem, and we forget the essential things is hygiene. and for example, it was very interesting when AIDS appears, because it was my beginning in the hospital, and people who are working in hospital think with antibiotics there is no more problem of infection, because the antibiotic resolve a lot of problem of infection, and we come back to have, after AIDS, to have water and soap in hospital and hydroalcoholic solution, because we discover one more time, and I think we are doing the same times now with COVID, we discover one more time that hygienic tools are the best against epidemics. Juste pour résumer, je disais que en fait, à chaque fois qu'on a des thérapies qui deviennent efficaces et que du coup on arrive à vaincre les maladies, on oublie finalement l'intérêt de l'hygiène, et souvent les grandes épidémies, ça nous ramène à cet intérêt-là, comme le sida, ça a réappris dans les hôpitaux à se laver les mains, alors qu'avant on comptait sur les antibiotiques pour résoudre toutes les infections. Thank you, Louise, and thank you to Professor Yalaoui and to Philippe Bluat. So now